Dans un village minuit sonne, un forgeron frappe le fer. Radio Libre en Périgord, lundi 11h30. En direct, la chronique des libres penseurs de Dordogne, groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis. C'est pour la paix, dit-il, que je travaille, loin des canons, je vis en liberté. Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Nous sommes le lundi 20 juillet 2026 et cette chronique du groupe Fred Zeller sera consacrée à la défense des libertés, libertés démocratiques, remises en cause, sérieusement attaquées par l'ensemble des dispositions de la Macronie et, je dirais même de plus en plus, avec les nouvelles propositions qui sont faites. À commencer par le dépôt de la loi Séparatisme 2. Cette nouvelle attaque contre les libertés a conduit la libre pensée et la marche des solidarités à lancer un appel au mouvement ouvrier, laïque et démocratique. Donc voici la présentation de cet appel et ensuite le texte de l'appel lui-même. Le ministre de l'Intérieur vient d'annoncer la sortie imminente d'un projet de loi Séparatisme 2, visant à renforcer les dispositions sécuritaires et liberticides de la première loi Séparatisme. Seraient particulièrement visés les mineurs isolés et leurs associations de défense. Dans un appel commun, la Marche des Solidarités et la Fédération nationale de la libre pensée appellent toutes les associations, syndicats et partis à contresigner cet appel afin de s'opposer ensemble à cette nouvelle tentative d'atteinte aux libertés et visant toujours les présupposés musulmans, coupables par nature de tous les maux. Lors de la 114e conférence internationale du travail de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, de juin 2026, des militants responsables d'associations et des syndicats ont rédigé une déclaration commune pour la protection des mineurs isolés, appelant à l'union la plus large. Nous vous appelons à la plus grande diffusion de ces deux textes communs et à contresigner l'appel pour le retrait de la loi Séparatisme 2. Appel pour le retrait du projet de loi Nunez. Vendredi 3 avril 2026, le ministre de l'Intérieur Nunez a annoncé un projet de deuxième loi de lutte contre le séparatisme qui, déclare-t-il, vise à durcir la loi séparatisme de 2021. Voilà qui a de quoi alerter et mobiliser tous ceux qui sont décidés à lutter contre la dérive raciste du régime de la Ve République. Car la loi séparatisme de 2021, censée conforter les principes républicains, est en fait un dispositif mis en œuvre pour discriminer, persécuter une partie de la population, celle qui, issue de l'immigration, est suspectée de constituer un danger tout simplement de par ses origines et donc contre les fondements mêmes des principes républicains frauduleusement revendiqués. En continuité avec cette orientation, les cibles de son projet de loi cité par Nunez font exclusivement référence à des organisations musulmanes. On a fermé énormément de structures qui étaient dans le séparatisme islamique, indique-t-il. Un tel acharnement, un tel parti pris sont scandaleux. Quelques mois après que l'affaire Betaram ait éclaboussé jusqu'au sommet de l'État, après que le rapport Sauvé ait mis au grand jour le caractère criminel d'un système mis en place au sein de l'Église catholique qui a fait des centaines de milliers de victimes, dont une majorité d'enfants, après que le dossier Epstein ait commencé à révéler l'ampleur des réseaux pédocriminels au cœur de l'élite autoproclamée de la société, car tout cela est totalement ignoré par Nunez. Citons de nouveau le ministre de l'Intérieur. Il y a un certain nombre de structures que l'on ne peut atteindre à droit constant, donc on modifie le droit. Citation du ministre de l'Intérieur. Formulation fort inquiétante. Manifestement, dans la rhétorique utilisée, sont en facteur déterminant de l'évolution du droit les cibles que l'on veut atteindre, non les principes qui sont censés être garantis. Lors de la séance des questions à l'Assemblée nationale, le ministre précise « Va être soumis au Conseil d'État un motif supplémentaire de dissolution qui vise à prendre en compte les nouvelles méthodes mises en œuvre des frères musulmans qui visent plutôt à faire pression, à prendre le contrôle pour imposer une loi religieuse. » Pour ce qui est de faire pression pour prendre le contrôle, chacun d'entre nous a plutôt été confronté, ne serait-ce que dans le domaine particulièrement visible des médias, à l'activisme des Bolloré, Arnaud et autres Dassault, d'une toute autre ampleur que celui des frères musulmans. En matière de gestion de l'application du contrat d'engagement républicain,
outil de mise sous contrôle des associations instaurées par la première loi séparatisme. Les préfets verraient leurs prérogatives étendues au détriment des élus municipaux, renforçant ainsi la menace contre un pilier de la démocratie, l'indépendance des associations de citoyens. Comble l'ignominie et autres motifs impératifs de résistance. Les mineurs sont ciblés par le projet. Et citation, « On a un sujet sur l'accueil collectif des mineurs, il faut qu'on puisse tous les contrôler, ce n'est pas le cas aujourd'hui. » Honte à ce régime et à son indigne inversion des priorités. La question concernant les mineurs n'est pas, pour Nunez, de s'assurer qu'ils bénéficient tous, notamment les mineurs isolés, à égalité de droits et d'où qu'ils viennent, des garanties de la protection de l'enfance, mais de s'assurer que ceux que l'on jugera susceptibles d'être influencés par l'islam soient contrôlés, traqués. Les gouvernements Macron ne s'en prennent pas aux riches qui fraudent, aux capitalistes qui font des bénéfices en exploitant les travailleurs et les licencient, aux marchands d'armes qui font fortune en fournissant les assassins qui font le génocide à Gaza et en Palestine. Non, ils s'en prennent toujours à la partie de la population qui, la plus exposée à l'injustice, est aussi celle dont la détermination dans le combat légitime pour la conquête de ses droits peut devenir le catalyseur de la résistance de l'ensemble des exploités, les travailleurs immigrés, dont ils assurent l'insécurité en permanence par une répression policière accrue et maintenant à des enfants séparés de leur famille par la guerre, l'exploitation et le colonialisme, et tout cela au nom d'une croisade contre les musulmans. L'émergence de ce projet doit aussi alerter tous ceux qui sont déterminés à lutter contre le fascisme, car cette nouvelle avancée de l'arbitraire, dans le cadre des institutions actuelles, serait un pas supplémentaire significatif de la dérive autoritaire du régime, une dérive autoritaire qui ouvre la voie au fascisme. Retrait immédiat du projet de loi Nunez, abrogation de la loi séparatisme de 2021, égalité des droits, accueil et scolarisation pour tous les mineurs isolés. Et comme je l'indiquais au début, cet appel a déjà reçu le soutien de certaines associations, et je citerai Émancipation Tendance Intersyndicale et Union Pacifiste de France. Et bien évidemment, nous souhaitons que le plus grand nombre d'associations se joignent à cet appel. Alors j'en viens maintenant au deuxième texte dont il a été question donc dans la présentation de l'appel, à savoir la question des mineurs non accompagnés, des mineurs isolés. L'Association internationale de la libre pensée est régulièrement invitée comme observatrice aux travaux annuels de la Conférence internationale du travail de l'OIT, organisée par le Bureau international du travail à Genève cette année, lors de la 114e conférence internationale donc à Genève, du 1er au 12 juin 2026. 2 réunions parallèles de délégués et observateurs se sont tenues à son initiative et à celle de délégués et délégués africains autour des conventions internationales régissant les droits des mineurs et ceux des travailleurs migrants. Il en est résulté cette déclaration dont voici les premiers signataires. La liste, je vous la citerai pas toute parce qu'elle est très longue. Elle est destinée à toutes les parties prenantes des pays concernés dans l'objectif de constituer un point d'appui ou mobilisation pour améliorer les conventions et s'opposer aux projets destructeurs des droits. Donc le texte de l'appel, Déclaration sur les mineurs non accompagnés, MNA. La 114e CIT 2026 a examiné le bilan de l'application des normes de l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Ces normes, en ses conventions 138 et 182, protègent le travail des mineurs. La convention 182, en garantissant le droit à l'éducation, reste un précieux instrument de droit international. En effet, l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, repris par les articles 28 et 29 de la Convention internationale des droits de l'enfant, la CDE, garantissent l'accès à une éducation de qualité dans le respect des objectifs déclinés dans les instruments internationaux. Les mineurs isolés, jetés sans assistance sur le chemin de l'exil, ne bénéficient guère de ces conventions, ni dans leur pays de transit, ni dans ceux de leur destination finale. Ils n'ont ni nourriture, ni logement, ni soins, ni éducation. Leur minorité est souvent contestée et les procédures dont l'exécution est sous-traitée les conduisent à vivre dans un état de précarité permanente. L'OIT est déjà intervenue directement. Cependant, les associations qui organisent la solidarité envers ces jeunes peinent devant la tâche et les obstacles. En mars 2026, le Parlement européen a adopté un règlement intérieur dont l'application légitimant la rétention administrative, la sous-traitance des procédures et les mesures de police attentatoires aux libertés constitueraient une nouvelle menace. Nous voulons,
par cette déclaration, souligner que la solidarité internationale des travailleurs et des associations de défense des libertés sont acquises d'office à ces jeunes et demeurent un droit international humanitaire. Nous soutiendrons leurs droits dans les instances de nos pays comme à l'international. Et donc ce texte, qui est bien évidemment également traduit en anglais et en espagnol, a été signé donc le 4 juin dernier, et on trouve à la suite de cet appel les signatures de toute série de représentants d'associations au plan international. Et bien évidemment, Michel Gaudichaud a signé pour l'Association internationale de la libre pensée. Voilà, donc ça c'était cet appel qui me semble également très important, les deux sont tout à fait complémentaires. Et puis nous continuons dans la série des atteintes aux libertés, puisque là ça fait un petit peu la une de l'actualité ces dernières semaines, c'est la loi que l'on a appelée la loi permis de tuer. Et je vous propose de lire un communiqué de presse de la Fédération nationale de la libre pensée. Le 7 juillet 2026, l'Assemblée nationale reprend l'examen d'une proposition de loi déposée le 3 décembre 2024 par le groupe de la droite républicaine, soutenu par le gouvernement, et tendant à faire bénéficier les forces de l'ordre d'une présomption de légitime défense en cas d'usage de leur arme de service. Au terme d'un nouvel article 122-6-1 du Code pénal, serait, citation, présumé avoir agi en état de légitime défense, l'agent de la police nationale ou municipale ainsi que le militaire de la gendarmerie nationale qui a fait usage de son arme dans les conditions prévues par les articles L435-1 et L511-5-1 du Code de la sécurité intérieure, sauf si l'enquête judiciaire, et je reprends la citation, démontre une utilisation des armes manifestement disproportionnée ou contraire au principe de nécessité absolue établi par la loi. La charge de la preuve de la légitime défense ne pèse donc plus sur le policier ou le gendarme ayant fait usage de son arme de service. Déjà proposée en 2023 sous une forme proche par l'ancienne députée d'extrême droite, Mme Emmanuelle Ménard. Cette proposition de loi s'ajoute à l'assouplissement des conditions d'engagement du feu prévues à l'article L435-1 du Code de sécurité intérieure, issu de la loi Cazeneuve du 28 février 2017, au terme duquel l'usage des armes de service est légitime lorsque, notamment, et c'est une citation, des véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer dans leur fuite des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celle d'autrui. Fin de citation. Le policier ayant assassiné le jeune Naël Merzouk le 27 juin 2023 a revendiqué ces dispositions. À juste titre, le 26 juin 2026, la défenseure des droits a publié au Parlement un avis par lequel elle estime que cette proposition de loi porterait gravement atteinte à l'état de droit si elle était adoptée. Citation. L'adoption de nouvelles dispositions relatives à l'usage de la force par des agents publics ne devrait entraîner aucune réduction des garanties attachées au droit fondamental à la vie, à l'accès au juge, à la manifestation de la vérité et à l'effectivité des voies de recours. C'est pourtant ce que prévoit cette proposition de loi. Pour cette raison, la défenseure des droits émet un avis défavorable à ce projet de texte. Fin de citation. La Fédération nationale de la libre pensée exige l'abandon de ce texte qui, s'il devait être voté, porterait une atteinte grave à la sûreté des citoyens et à la démocratie. Voilà. C'était donc encore un exemple d'une attaque contre les libertés et qui est extrêmement avancée, puisque là, on a un texte qui a déjà été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale. Et puis encore un exemple sous un angle différent de ce que sont menacées l'ensemble des libertés, c'est les attaques dont est victime Julien Thierry, dont on souhaiterait, au niveau de la Macronie, l'empêcher d'enseigner et de travailler. Donc, il y a tout un appel là également. Julien Thierry doit pouvoir à nouveau travailler et enseigner. Annulation de sa sanction. Soutenir la Palestine n'est pas un crime. Critiquer les génocidaires et leurs complices n'est pas un crime. Et donc, pour revenir un petit peu sur ce qui s'est passé, Julien Thierry, maître de conférence à l'université de Lyon 2 et spécialiste du Moyen-Âge, vient d'être suspendu de l'université pour une durée de 18 mois, sans pouvoir toucher son salaire. Ses crimes, avoir reposté un texte critique d'une critique pro-Israël paru dans le Figaro et appelé au boycott des personnalités signataires.
avoir constamment dénoncé l'instrumentalisation de la lutte contre l'antisémitisme pour justifier l'entreprise génocidaire contre les Palestiniens. Nous connaissons tous parfaitement les méthodes consistant à lancer l'accusation infamante d'antisémitisme contre les opposants au nettoyage ethnique en Palestine et tous les critiques de l'État d'Israël. Depuis des années, maintenant, cette méthode perverse est ouvertement utilisée pour faire taire les voix gênantes. La sanction contre Julien Terry a été prise sous la pression ouverte d'une campagne de harcèlement coordonnée subie par la présidence de l'université Lyon 2. Celle-ci, ainsi que d'autres responsables de l'université, ont reçu 200 fois le même courriel envoyé par des personnes différentes. Une action de harcèlement et de pression coordonnée. Surtout, depuis avril 2025 et l'affaire Fabrice Balanche, l'université Lyon 2 est l'objet de pressions inacceptables de la part de Laurent Wauquiez et des Républicains qui dirigent la région Rhône-Alpes. Ces derniers maintiennent un chantage aux subventions tout à fait illégal en avançant que l'université Lyon 2 serait gangrénée par l'islamo-gauchisme. Comment une décision de suspension de 18 mois d'un enseignant pourrait-elle être juste et impartiale dans de telles conditions ? Depuis quand les universités sont-elles soumises aux manœuvres des politiciens locaux et nationaux et des défenseurs des intérêts d'un État étranger ? Non seulement les personnes qui dénoncent le génocide ne nuisent pas à l'image de l'université, mais au contraire, elles sont les meilleurs défenseurs de l'humanité au moment où toutes les images nous arrivent, montrant les atrocités que subissent non seulement les Palestiniens, mais également les Libanais. Nous pouvons avoir des points de vue différents sur les moyens de mettre un terme à cette situation de massacre de peuples entiers. Cependant, les signataires de ce texte refusent catégoriquement que quiconque soit écarté de sa vie professionnelle ou soit calomnié pour avoir cherché à dénoncer l'inimaginable. Aussi, nous demandons que cette sanction de suspension soit levée, que Julien Terry puisse retrouver son université et ses étudiants, et que cessent les limites à la liberté d'expression pour ceux qui ont le courage de se lever pour dénoncer le génocide le plus documenté du monde qui se déroule en ce moment même. Nous soutiendrons toutes les actions qui iront en ce sens. Et je complète donc ce soutien à Julien Terry par une déclaration de l'organisation syndicale FNEC-FP Force ouvrière, défense de la liberté d'expression citoyenne et des universitaires, soutien à Julien Terry. Faudrait-il que les universitaires ou les chercheurs ne puissent plus s'exprimer sur les réseaux sociaux pour défendre les opinions qui sont les leurs en tant que citoyens, mais qui sont aussi inévitablement le résultat de leurs réflexions savantes ? C'est ce qu'on pourrait conclure du jugement rendu par la section disciplinaire de l'université Lyon 2 à l'encontre de Julien Terry, professeur d'histoire du Moyen-Âge dans cette université. La sanction prononcée est lourde, 1 an et demi de suspension sans salaire. Ce jugement a été rendu sous une extrême pression après une campagne médiatique et politique intense contre Julien Terry en raison de ses prises de position sur les réseaux sociaux en défense du peuple palestinien et en critique de la politique génocidaire du gouvernement israélien. De plus, quelques jours avant le jugement, la présidente de Lyon 2, cherchant manifestement à se concilier les bonnes grâces institutions politiques territoriales dispensatrices de subsides, avait qualifié d'autorité les positions de Julien Terry comme « propos à connotation antisémite ». La section disciplinaire compétente à l'égard des enseignants-chercheurs n'a en réalité aucun reproche à formuler à l'encontre de Julien Terry dans ses fonctions d'enseignant-chercheur. Les termes de cours ou d'étudiant sont même absents du prononcé du jugement. Sa recherche n'est pas non plus mise en cause. Voici donc un enseignant-chercheur dont l'activité d'enseignement est ignorée, dont l'activité de recherche n'est pas mise en cause, mais que l'administration universitaire fait juger et condamner par une section disciplinaire professionnelle. Cependant, la pression exercée a conduit la section disciplinaire à lui reprocher des manquements qui ne ressortent pas de l'exercice de ses fonctions stricto sensu. La caractérisation de ces manquements sous forme de 2 chefs d'accusation est inconsistante. 1. D'antisémitisme, il n'y a pas, comme le montrent tous les écrits et tous les actes de Julien Terry, qui a beaucoup œuvré notamment pour la défense de la mémoire de Marc Bloch, récemment panthéonisé. L'analyse à charge que fait la section disciplinaire de quelques contenus de postes dont il n'est ni l'expéditeur ni l'auteur ne saurait étayer sérieusement ce reproche. Deuxièmement, quant à l'atteinte à l'image de l'université, on ne saurait imputer à Julien Terry des critiques diffamatoires dont il est lui-même la victime et qu'il l'assimile à son université. À cet égard, sa mise en cause n'est que l'épiphénomène d'une campagne de longue date
où l'université Lyon 2 est la cible de soutiens politiques divers au gouvernement israélien, campagne dans laquelle il n'a à l'évidence aucune responsabilité. Les positions de Julien Thierry rejoignent celles de FO-ESR, Enseignement Recherche, comme de nombreuses autres organisations, y compris juives, y compris israéliennes. Il est du plus strict droit de quiconque de critiquer le gouvernement israélien et sa politique, ainsi que ceux qui, d'une manière ou d'une autre, la soutiennent, non seulement le 6 octobre 2023, mais aussi le 7 octobre 2023, le 8 octobre 2023 et depuis. FO-ESR réitère son soutien à Julien Thierry. Les universitaires doivent demeurer libres de s'exprimer sur tous les sujets, comme hors de l'enceinte universitaire, et, sauf à leur faire perdre leur droit d'expression citoyenne au prétexte qu'ils sont également universitaires, sur leur sujet d'étude comme sur tout autre sujet. FO-ESR continuera d'être à ses côtés. FO-ESR continuera à défendre la liberté d'expression citoyenne des universitaires et à combattre avec tous ceux qui, universitaires, chercheurs, étudiants, doivent pouvoir continuer à s'exprimer librement, comme hors des enceintes universitaires, y compris sur les réseaux sociaux, à propos de la situation à Gaza, comme de tout autre sujet. Voilà, donc c'était les différents dossiers que je soumettais. Bien évidemment, ce n'est pas du tout exhaustif, on pourrait continuer extrêmement longtemps. Et je vous propose de terminer avec un autre communiqué qui est lié également à une question d'actualité, puisque la loi sur la fin de vie a été votée le 15 juillet dernier. Alors c'est non pas l'aboutissement, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire évoluer au sujet de cette loi, mais manifestement un seuil a été franchi et la Fédération nationale de la libre pensée s'exprime sur ce sujet. Fin de vie, une première victoire à amplifier. Le 15 juillet 2026, venu des années situées au tournant des 4e et 3e siècles avant l'ère vulgaire, la voix d'Épicure a enfin inspiré l'Assemblée nationale. La mort est à craindre non pas parce qu'elle sera douloureuse étant réalisée, mais parce qu'il est douloureux de l'attendre. Fin de citation donc de Épicure. Les députés ont voté définitivement la loi légalisant le suicide assisté et, par exception au profit des personnes n'étant pas en mesure de s'administrer elles-mêmes la substance létale, l'aide médicale à mourir. C'est le fruit du combat d'un demi-siècle, enfin victorieux, mené en faveur d'une écrasante majorité de citoyennes et de citoyens. Un sondage du 9 février 2026 réalisé par l'Institut français d'opinion publique, l'IFOP, montrait que 84% des personnes interrogées y étaient favorables et que 68% d'entre elles estimaient indispensable de voter avant la fin du présent quinquennat un texte permettant à tous d'exercer jusqu'au bout leur liberté de conscience, dont celle d'interrompre leur vie constitue l'un des corollaires majeurs. Pour autant, la partie n'est pas finie. Seule la première manche vient de s'achever. En effet, le texte reste suspendu aux ajustements que le Conseil constitutionnel pourrait exiger et à la publication des décrets d'application. Surtout, il s'avère singulièrement restrictif. D'une part, il réserve le droit à une fin de vie choisie aux seuls Français et aux étrangers résidant durablement en France, comme si la souffrance d'un étranger présent très temporairement sur le sol de la République ne comptait pour rien. D'autre part, il exige une demande écrite adressée par le malade à un médecin, ce qui laisse sans solution les personnes inconscientes. Or, par son silence sur ce point capital, il exclut en même temps la possibilité de rédiger des directives anticipées de manière à exprimer un choix conscient, tant du bien portant que du malade. Enfin, il privilégie le suicide assisté au détriment de l'aide médicale à mourir, qui ne pourra intervenir que par exception. Le premier peut rebuter certaines personnes, surtout si l'accompagnement du malade est déficient, comme dans l'État de l'Oregon aux États-Unis. La seconde doit pouvoir constituer, comme le suicide assisté, un moyen de première intention d'en finir avec une vie de souffrance, comme en Belgique ou aux Pays-Bas depuis 2002. La Fédération nationale de la libre pensée s'emploiera à obtenir les améliorations qu'appelle ce texte marquant, en tout état de cause, une rupture essentielle de progrès. Et donc c'est une déclaration qui est datée du 21 juillet. Donc c'est demain. Donc simplement une date de publication sur les médias de la Fédération nationale de la libre pensée. Et j'ai eu ce texte un petit peu en avance, donc j'ai semblé important de vous en faire part.
Et je termine par, ce même sujet, une déclaration du pacte progressiste. C'est, vous savez, là, ce pacte qui rassemble toute une série d'organisations importantes qui se sont associées donc à l'ADMD sur la question donc de la fin de vie. Le pacte progressiste sur la fin de vie qui regroupe 29 organisations de la société civile, la liste est en bas de ce texte mais je ne vous la donnerai pas parce qu'elle est très longue, se félicite de l'adoption par les députés ce mercredi 15 juillet 2026 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir. Ce vote marque une avancée indéniable. C'est l'assurance pour les Françaises et les Français qui entrent dans les critères de la loi d'avoir le choix de ne pas souffrir lorsqu'ils sont en fin de vie. C'est une loi de liberté. Celles et ceux qui entrent dans les critères de la loi pourront choisir de demander ou de ne pas demander à être aidés à mourir. C'est une loi d'égalité. Chacune et chacun sera soumis à un même cadre légal. C'est une loi de fraternité. Chacune et chacun pourra être accompagné jusqu'à la fin dans le respect de son choix. Après de longues années de débats depuis la Convention citoyenne de 2023, la France adopte enfin un dispositif complet en matière de fin de vie. Loi du 26 mai 2026 visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs et loi du 15 juillet 2026 relative au droit à l'aide à mourir. La France rejoint ainsi les démocraties européennes qui ont fait le choix de respecter les droits des patientes et des patients, de placer l'autodétermination au-dessus des dogmes, de mettre le malade au cœur de toutes les décisions qui le concernent. Nous resterons vigilants pour que ce nouveau droit soit effectivement appliqué dans tous les territoires pour toutes les personnes en exprimant la volonté. Nous avons aujourd'hui une pensée très émue pour celles et ceux qui attendaient, pour celles et ceux qui espéraient, et pour celles et ceux qui sont partis trop tôt avant le vote de cette loi. Voilà, donc c'était les deux textes importants là, sur cette question de l'adoption de la loi sur la fin de vie. Et je vous donne maintenant rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique du groupe Fred Zeller. Nous avons plein de sujets à aborder. Il y a un nouveau numéro de La Raison qui vient d'être publié avec un dossier important sur la question fonds publics à l'école publique, fonds privés à l'école privée. Donc j'y reviendrai. Merci à Antoine pour avoir assuré la technique de cette chronique. Rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle édition, pour une nouvelle chronique du groupe Fred Zeller. À lundi prochain. En forgeant un soc de charrue. C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique, la semaine prochaine, dès lundi, 11h30. Qui la couvre, elle tient, te lève